Bonjour et bienvenue dans votre émission La Pause décoloniale, diffusée sur Radio Jido. Une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque c'est Stéphanie au micro et nous allons voyager très très loin de l'autre côté de l'océan Pacifique dans un pays au nord du Pérou et au sud de la Colombie, un pays où depuis très récemment les animaux sauvages ont des droits juridiques. Nous partons aujourd'hui, si vous ne l'avez pas déjà deviné, pour l'Équateur. L'émission d'aujourd'hui est consacrée au cyberactivisme. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche et pourquoi il est devenu une nécessité pour les peuples autochtones de l'utiliser? En quoi les femmes sont le moteur de ce cyberactivisme? Ce sont tous ces sujets que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invitée très spéciale. Elle est une jeune cyberactiviste qui opère depuis son village natal de Sariacu, en Équateur. D'origine quichua, sa communauté compte à peu près 1500 personnes et pratique la démocratie directe. Elle fait partie du département communication. La communauté quichua veille, pour info, sur 145 000 hectares. Et magie de la technologie, nous accueillons tout de suite Samaï Gwalinga par téléphone depuis l'Équateur. Bonjour Samaï. Bonjour Stéphanie, merci pour pouvoir me donner un espace dans votre radio et pouvoir parler de notre lutte de Sariaco. Eh ben, avec grand plaisir. Merci d'être là. Alors, pour info, pour des raisons techniques et de décalage horaire, cette émission est enregistrée. Vous êtes dans quelle ville là actuellement? Parce que vous n'êtes pas à Sariacu, vous êtes dans une ville à côté. Oui, comme on travaille beaucoup sur l'Internet, on a Internet à Sariacu, mais l'Internet à Sariacu, comme c'est tous par satellite, ils sont pas très vite. Alors, pour faire quelques documents, ou quand on doit actualiser la page web, on doit sortir à la ville de Puyo où l'Internet est beaucoup plus vite et mieux que Sariacu. Alors, je suis venue cette semaine pour pouvoir faire tous ces travaux et repartir le lundi. J'ai lu que Samaï, ça voulait dire respiration, respiration ou souffle, c'est vrai? Oui, Samaï a quelques significations. Un des plus importants, c'est la respiration, de se reposer aussi, et aussi le pouvoir que le yachag, que le chaman donne par la tête avec son souffle. Aussi, on le dit Samaï. Vous êtes quichua, vous parlez quelle langue? Moi, je parle le français, le quichua et l'espagnol. Je parle français parce que ma mère est belge et mon père est quichua de Sariacu, un des grands leaders depuis de quelques années. José Gwalinga, c'est ça? Oui, et ma maman, elle nous a appris le français depuis tout petit, alors c'est pour ça qu'on parle très bien le français et on ne le laisse pas. Et on continue avec mes enfants et les enfants parce que j'ai un frère aussi. Et comme ça, on peut aussi nous communiquer avec des autres pays. Vous tenez une radio dans la jungle équatorienne qui s'appelle Radio Waira Supay. Qu'est-ce que ça veut dire? Waira Supay, ça veut dire les esprits du vent. Ça veut dire aussi, c'est très fort comme mot, c'est difficile à pouvoir traduire exactement comment c'est le nom parce que en quichua, il a beaucoup de significations. Le contexte est difficile aussi de pouvoir traduire, mais c'est vraiment quand on parle du Kausaksacha, tous les êtres de la forêt et que c'est des êtres vivants, que eux ils sont ensemble avec nous. Alors dans le Kausaksacha, quand on parle de ça, on a décidé de mettre Waira Supay pour venir au Kausaksacha, que ça veut dire tous les êtres vivants qu'il y a dedans de la forêt. Et Waira, ça veut dire vent. Alors, on le relationne avec les êtres vivants et le vent. Alors, comment est née cette radio? C'est une radio qui est diffusée depuis le village de Sariacu. Comment elle est née, cette radio? En fait, cette radio, ça fait très longtemps avant que je suis dirigeante, même avec des jeunes de Sariacu, quand j'étais beaucoup plus petite, ils avaient l'idée de mettre une radio FM à Sariacu. Mais c'est difficile mettre une tour pour avoir une connexion. L'État aussi ne donne pas facilité pour pouvoir avoir une radio FM dans la communauté. Alors, on a commencé à faire peu à peu des capacitations pour pouvoir avoir des programmes, voir comment on peut mettre une radio à Sariacu, comment on pourrait communiquer tout ce que nous, on a envie de montrer de Sariacu, de faire écouter aux gens comment Sariacu vit, la vie quotidienne, pourquoi on lutte, pourquoi on est contre les entreprises extractives et comment les femmes aussi luttent dans leur communauté. Alors, comme on n'avait pas l'espace de pouvoir faire une radio FM
dans la communauté. Récemment, quand j'étais dans la dirigeance dans 2019, juste avant la pandémie, j'ai connu une madame qui s'appelle Anne Sivrock. Elle m'a expliqué comment c'était des radios online. Alors, j'ai dit, ça serait chouette. Nous, on a l'idée de pouvoir mettre une radio à Sayakou. Ça serait bien de pouvoir faire une radio online. C'est intéressant. Je voudrais aussi voir comment on pourrait le faire. Et alors, après, toute la pandémie est venue et tout s'est bloqué. Et on a réussi à pouvoir faire au final de 2021, décembre, avec Anne, le premier programme de radio Waila Sopai online avec quelques programmes dedans. C'est la première qu'on a lancée. On n'a pas toujours lancé un deuxième programme parce qu'on est toujours en train de analyser avec les jeunes qui étaient dedans et on est en train de toujours voir comment on peut faire les contenus et on espère pouvoir faire la deuxième en juin et après planifier bien pour voir comment on pourrait faire chaque 15 jours ou chaque semaine ou si on le fait chaque mois. On est toujours en train de planifier tout ça dans l'équipe de communication. Alors justement, c'est qui l'équipe de la radio? Ici, on a fait une grande équipe où on avait comme une vingtaine de jeunes qui sont venus pour apprendre parce qu'ils étaient intéressés dans le thème. Alors, on a fait 4 groupes et dans ces 4 groupes, on avait de 4 à 6 personnes. Un des groupes, c'est toute la lutte organisative que a Sayakou, de parler avec des gens qui étaient dans la lutte de 2002-2003, de comment c'était le processus de toute la lutte qui est venue depuis des années pour pas avoir des compagnies extractives qui rentrent à Sayakou. Après, tu as aussi tout le thème, un autre programme que c'est tout le thème de langue, de comment la langue a commencé à se mélanger avec la langue espagnole, de comment ça se mélange avec des autres langues et qu'est-ce qu'on doit récupérer comme pour avoir la propre langue Quichua. Le troisième, c'est les femmes. Comment Sayakou, les femmes font partie de cette lutte et comment les femmes luttent aussi dans leur peuple pour le jour à jour de toute la lutte des femmes. Et le dernier, c'était on a la lutte, on a les femmes, on a la langue et tout, mais aussi Sayakou a sa culture, son identité, ses musiques. Alors, le dernier programme, c'était environ tout la culture de Sayakou. Pour résumer, vos programmes s'articulent autour de 4 angles: la lutte, la langue, les femmes et la culture, l'identité. Comment ça se passe justement au niveau de la lutte? Pourquoi vous luttez justement? On l'a un peu compris parce que vous parlez des sociétés d'extraction. On parle ici d'extraction de pétrole. Oui, à Sayakou, c'est beaucoup, beaucoup plus d'extraction de pétrole, mais aussi il y a l'extraction de tout ce que c'est les arbres. Aussi, tu as aussi l'extraction de, comment on dit, en français c'est difficile de le dire, mais c'est de la pensée des peuples indigènes même, leur culture, aussi c'est l'extrait de la médecine naturelle de Sayakou, ou traditionnelle, ou avec les plantes et tout ça, que les gens de la ville, qu'on pourrait dire, comme on dit à Sayakou, viennent, prennent et après ils le prennent pour eux. Et c'est quelque chose que Sayakou vient en faisant depuis des années et qu'après c'est à Sayakou même qu'on va venir te vendre ce que Sayakou connaît il y a des siècles. Mais le plus fort, c'est l'extraction du pétrole. Et Sayakou défend depuis beaucoup d'années, depuis que mon père est beaucoup plus jeune, que mon grand-père était jeune, ils défendent l'extraction du pétrole. Ils veulent pas, c'est non. Aussi, l'autoroute ne peut pas rentrer. Donc, c'est vraiment une lutte, c'est vraiment préserver son écosystème. Oui, la lutte, c'est pour préserver l'écosystème, préserver la Pachamama et aussi préserver les droits des peuples indigènes, les droits des peuples autochtones et aussi c'est ça que c'est le Kaosaksa, en fait. Il parle de tous les droits qu'ont à la nature et que la nature ne fait pas, c'est pas seulement un arbre qui est planté au milieu dans la terre, sinon tu as vraiment des êtres vivants que l'arbre a et que ces êtres vivants font partie de notre vie et c'est eux qui nous protègent de tout ce qu'on est entouré. La Pachamama, pour expliquer un petit peu aux auditeurs en Nouvelle-Calédonie, c'est la terre-mère. Oui, c'est la terre-mère. Alors justement, intéressons-nous, on va revenir sur les autres angles que la radio développe dans ses programmes, mais juste parce que ça fait plusieurs fois que le terme revient, Kaosak Satcha.
Qu'est-ce que c'est exactement? Kaosaksacha, quand tu le fais la traduction comme ça direct, c'est forêt vivante. On dit que la forêt est vivante parce qu'on a des êtres dedans de la forêt qui font partie avec nous et la Pachamama, et que eux ils protègent tout ce que c'est la nature, les peuples indigènes, et c'est eux qui font qu'il ait un système de vie harmonique avec l'être humain et la terre. Ça, c'est le Kaosaksacha. Et tu as aussi la déclaratoire de Kaosaksacha, que c'est vraiment, c'est arrivé à voir juridiquement que le Kaosaksacha a un droit comme un être humain aurait droit. Et que comme les êtres de la forêt ne peuvent pas s'exprimer comme l'être humain, c'est l'être humain ou le peuple qui a la voix pour pouvoir défendre le Kaosaksacha. Est-ce qu'elle a été inscrite dans la Constitution? Elle n'est pas toujours Pas en train de encore. lutter. Voilà, Oui, c'est ça. c'est toujours notre lutte. Ça, c'est une des plus grandes luttes qu'on a pour pouvoir mettre le Kaosaksacha dedans de la Constitution ici en Équateur, et que ce soit un exemple pour des autres pays, qu'on ne doit pas dire que c'est Kaosaksacha dans chaque peuple autochtone, sinon que chaque peuple a son Kaosaksacha avec une définition différente, mais qu'il a presque le même, on dit l'océan, l'Arctique, le pôle Nord, en Afrique, où ce soit, ils ont leur Kaosaksacha avec une définition différente, mais chacun a leurs êtres dans leur Pachamama, et c'est ça qui fait le Kaosaksacha. C'est un exemple aussi pour les pays pour pouvoir lutter contre toutes les extractions qu'il pourrait avoir dans chaque peuple autochtone. Il y a une notion dans le Kaosaksacha qui m'a interpellée, c'est-à-dire que ça parle des êtres vivants de la forêt, des êtres vivants physiques, mais aussi non physiques. En fait, le Kaosaksacha, ça veut beaucoup, beaucoup représenter aussi à les êtres non physiques qui font partie de la nature, et qu'on dit que le Kaosaksacha a les êtres non physiques, et que c'est dedans d'une montagne, dans les rivières, dans les arbres. Et chacun, à Sariakou, chaque être que nous, on écoute, ou qu'on veut, comment je pourrais dire? En espagnol, c'est beaucoup plus facile à expliquer. En français, comme je ne me parle pas il y a longtemps comme ça. Mais c'est des êtres qui sont présents, et nous, on a des noms pour ces deux êtres. On ne les voit pas, on ne les touche pas non plus, mais on sait qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Et le seul qui peut se communiquer avec ces êtres-là, c'est le chaman avec le rituel de l'ayahuasca, qui peut faire une communication envers eux. C'est ça que je voulais essayer de dire, c'était que le Kaosaksacha, c'est pas le mot, sinon c'est vraiment le concept que dans des autres pays, ils ont leur Kaosaksacha avec peut-être un autre nom, mais on a les mêmes luttes aussi de la terre, du pétrole et tout, mais aussi là, ce concept qui fait l'union de la terre même, pour ça, dans le planète. Pas seulement à Sariakou, on a ce concept de que la terre a des êtres non physiques et physiques, et que c'est ça qui protège aussi notre terre. Merci beaucoup d'avoir expliqué ce concept. Samaï, quel rôle les femmes jouent-elles dans la communauté? Dans notre peuple, les femmes, elles ont un rôle divers de rôles. On pourrait dire que c'est pas seulement un rôle. Tu as beaucoup de femmes elles font beaucoup de travaux en même temps. Tu as une femme qui est dirigeante. Tu as une femme qu'elle peut être professeure. Tu as une femme elle restera à la maison avec son enfant et la chakra, que c'est la vie quotidienne de Sariakou. Ou sinon aussi, tu as des femmes qui elles sont dirigeantes, professeurs, et elles font le rôle de la femme de Sariakou. Toutes les femmes de Sariakou, le rôle, c'est d'avoir une chakra, de faire de la chicha, d'élever ses enfants, et tout ce que pour vivre à Sariakou. Mais tu as peu de femmes qui peuvent faire vraiment 2 ou 3 rôles en même temps, parce que c'est difficile. La vie quotidienne de Sariakou est très difficile, physiquement et tout.
Alors, tu as vraiment des femmes très, très, très fortes qu'elles vont faire 3 rôles en même temps ou tu as des femmes qu'elles vont faire 2 rôles. Alors, le rôle que toutes les femmes vont faire, c'est d'être mère, Mhm. de faire la chakra. La chakra, c'est où tu as ton champ pour avoir de la nourriture comme la yucca, les bananes, les pommes de terre, tout ça. Mhm. Et faire la chicha, c'est faire la chicha, la boisson de jour à jour qu'elles ont les gens de Sariakou. Elle est faite de yucca et elle est mâchée par des femmes. Alors, c'est un peu dur de la faire, mais c'est quelque chose que tu as besoin pour l'avoir le jour à jour, comme une boisson énergétique. En fait, c'est aussi avec ça, elles font aussi de l'alcool, que c'est la chicha. Tu as 3 sortes de processus. Alors, tu as le premier, que c'est la chicha douce, où elle est faite de 2 jours. Après, tu as la chicha un peu plus forte, qu'elle est de 3 à 4 jours. Et après, tu as la chicha vraiment alcoolisée, que c'est tout à base de avoir mâché. On met rien, seulement de l'eau et de la yokai. Et c'est de 8 jours et c'est une chicha vraiment alcoolisée. Les femmes à Sariakou, comme souvent, endossent plusieurs rôles. Elles ont aussi un fait d'armes assez important, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui, il y a quelques années, ont désarmé des équipes d'exploration pour le forage du pétrole dans la jungle autour de Sariakou, c'est ça? Oui, en fait, le plus important de savoir aussi, c'est que c'est presque aussi grâce aux femmes que Sariakou a toujours aussi dit non à l'extraction du pétrole, parce Mhm. les femmes, on a une connexion avec la terre, que c'est parce qu'on travaille aussi avec la terre. On sème la nourriture, on sème le yucca, on a cette connexion et aussi on pense à les enfants, de comment ils vont grandir, et qu'on veut qu'ils grandissent bien, qu'ils grandissent avec la même, comment nous on a grandi. Alors cette connexion a fait que les femmes se lèvent et elles défendent leur territoire. Alors elles ont eu un rôle très important dans 2002-2003, comme tu dis, avec qu'elles ont pris les armes des militaires. Et elles ont aussi dit non à l'exploitation et elles ont réussi. Et jusqu'à maintenant, elles sont leaders de la dirigeance. Elles sont toujours présentes dans toutes les conversations. Elles ont une forte voix et que c'est très respecté aussi dans la communauté. On a les madames sages, que c'est les plus âgées, elles donnent toujours des conseils si on va quelque part ou si on doit faire quelque chose. On va toujours demander des conseils pour savoir si c'est bien ou c'est pas bien et on écoutera ce qu'elles disent. Est-ce que les jeunes, eh bien, restent à Sariakou ou est-ce qu'il y a, comme beaucoup dans les villages ou les tribus, un exode comme ça vers la ville? Et on a beaucoup de migration aussi. C'est plus pour l'économie que parce que Sariakou, c'est un petit peuple qui vit d'agriculture et de chasse. T'as pas, économiquement, c'est pas un peuple qui fait de l'argent et qui peut payer il a des gens qui ont besoin économiquement pour ses études, pour faire quelque chose, ou pour avoir des vêtements ou quoi. Alors, ils viennent à la ville. Il y a quelques-uns qui restent, ou des autres qui vont travailler un moment et ils reviennent dans la communauté. Moi-même, j'ai dû sortir de Sariakou pour étudier mes études supérieures parce qu'à Sariakou, on n'a pas l'université. Alors, j'ai dû y aller à Quito pour pouvoir finir mes études et après retourner. Comme j'ai le cœur à Sariakou et je suis retournée. Mais il y a des autres que, voilà, ils restent et ils ne retournent plus. Parce que la ville à Sariakou, c'est très difficile. C'est une vie pas commode comme dans la ville où tu as la machine à laver, où tu as une cuisinière, où tu as à côté un magasin, où que tu peux aller au restaurant. Non, ça, il n'a pas. Et là-bas, c'est tout un effort fort pour pouvoir avoir la nourriture, pour être tous les jours à la maison. C'est une vie beaucoup plus dure que des fois, c'est ça que aussi, ça fait que les gens restent à la ville et que des autres ne reviennent plus. Pour info, pour les auditeurs ici en Nouvelle-Calédonie, Quito, c'est la capitale de l'Équateur. Donc, c'est là-bas où vous avez fait vos études. Dans plusieurs articles que j'ai lus sur Sariakou et son mouvement, il y a un terme qui est revenu, c'était l'écoféminisme. Est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas vraiment comment on pourrait dire l'écoféminisme, mais je comprends que l'écoféminisme, c'est beaucoup la femme et la nature. Je crois que comme femme, je ne sais pas si je pourrais dire que c'est un terme écoféministe, mais nous, comme femmes, on défend la nature et comme femmes, on défend nos droits aussi. En fait, moi, je suis vraiment, je ne sais pas comment je pourrais expliquer. Je suis une femme qui défend tous ses droits, qui lutte pour avoir les droits d'une femme, mais je n'aime pas les mots machistes
et féministe parce que je trouve que c'est la colonisation et les gens qu'ils ont mis en mots pour comme avoir une rivalité. On est des femmes qu'on défend notre nature, on défend notre droit, on défend notre pensée, on défend notre Pachamama et on veut pas mettre des concepts en disant on est écoféministe et alors on veut faire ça. Non. Oui, il y a des injustices. Il y a des injustices où des femmes ne peuvent pas s'exprimer. Il y a des injustices où les femmes ne peuvent pas décider dans leur famille ou que c'est leur mari qui doivent décider. Oui, ça existe. Comment la femme peut souffrir ou pas souffrir et comment la femme lutte pour pouvoir sortir de ça. Il y a toujours eu un processus et un progrès dans tout ce qui s'est passé. Moi, je suis une femme maintenant, j'ai lutté, je vois comment des autres femmes souffrent parce qu'elles ont déjà grandi dans un concept tellement opprimé qu'elles comprennent pas qu'il pourrait avoir des autres concepts. Alors, elles connaissent pas toujours qu'est-ce que c'est vraiment le machisme ou le féminisme, mais avec les mots qui arrivent, elles commencent aussi à avoir sa voix, à s'exprimer, à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et récemment, il y a beaucoup d'ateliers qui sont en fait, on a une dirigeante de Femmes et Familles où et elle dirige une association de femmes aussi parce que ça, Sariakou, depuis des années, les femmes, comme je dis, elles sont tellement fortes et elles ont toujours été à la tête de toute cette lutte. Elles ont créé une association de femmes pour pouvoir exprimer et défendre ses droits et dire comment c'est la vie. Et maintenant, il y a beaucoup d'ateliers pour les femmes, les droits de la femme, les droits de l'homme, la femme, quel rôle a dans sa famille, de commencer à ouvrir aussi comment c'est la vie aussi. Parce que, comme je dis, la vie est tellement différente, mais c'est comme dans la ville, tu sais pas vraiment comment c'est leur vie internement. Toi, tu vois ce que tu vois aussi de dehors. Et c'est aussi dans ma famille. Personne ne sait comment je vis vraiment dans ma famille. Des fois, c'est dur de pouvoir de l'expliquer, de l'exprimer parce que moi, comme fille, à la fin, je suis métisse pour les gens de Sariakou parce que ma mère est belge et mon père est quichua. Mais personne ne saura comment vraiment c'est ma vie et comment je me sens vraiment aussi comme femme là-bas. Parce que même dans la ville ou dans le pays de ma mère, ils vont s'imaginer une vie qu'ils ne connaissent pas, que j'ai là-bas. Et même les gens de là-bas s'imaginent une vie qu'ils pensent que c'est comme ça. Des fois, ils pensent que moi, je ne sais pas faire de la chicha et que moi, je ne sais pas y aller à la chakra ou des trucs comme ça et que je le fais comme eux chaque jour, comme n'importe quelle femme qui est à Sariakou et que je sais que ma famille là-bas va pas s'imaginer que je vais à la chakra et je fais ça et je sais que ma famille d'ici non plus va connaître comment c'est là-bas. Donc le rôle des femmes est vraiment, enfin, on comprend que les femmes sont très impliquées dans la vie à Sariakou. Tu le disais même, c'est grâce à elles que le Sariakou a pu persister. Il y a une notion dans la culture quichua qui est le sumak kausai. Qu'est-ce que c'est? Bon, le sumak kausai, c'est vraiment la vie de Sariakou, du peuple de Sariakou, où c'est vraiment où tu dois. Le Kausak Sacha fait partie du sumak kausai, en fait. Si tu n'as pas un sumak kausai, tu n'as pas un Kausak Sacha. Et si tu n'as pas un Kausak Sacha, tu n'as pas le sumak kausai non plus. Alors, le sumak kausai a trois têtes principales, que c'est le Sumagalpa, que c'est la terre saine, Sacharunayachai, c'est le savoir des ancêtres. Le troisième, c'est tout le bien-être du peuple. Ces trois concepts font que le Sumakausai soit harmonique et pacifique dans le peuple. On doit avoir une terre saine où la terre ne doit pas être contaminée, elle est gardée. Et ça, c'est ça où ils rendent le Kausak Sacha, avec les aides, tout ce que fait la Pachamama. De là, tu as tout le savoir et des ancêtres, où c'est l'éducation, la culture, où tu as l'identité, ton éducation qui a à Sariakou. Ça, c'est l'autre concept. Et le dernier concept, c'est tout ce que Sariakou a besoin. C'est tous les services basiques Sariakou, comme l'électricité, l'eau, la santé, l'éducation,
tout rentre dans ça. Si les trois concepts sont pleins, Sariakou a le Sumakausei. Mais s'il a une des trois qui marche pas ou qui fonctionne pas, si on détruit la nature et tout ça, le Sumakausei n'est plus là. Il faut savoir que le Sumakausei, c'est vraiment aussi que Sariakou fait partie de la nature. Sariakou n'est pas plus haut que la nature, ni la nature plus haut que Sariakou. Sinon, ça se complémente et c'est tous les deux qui font partie de son peuple et c'est comme ça que ça résiste à avoir un peuple autochtone. Merci pour ces précisions, Samaï. On va revenir sur l'émission radio qui s'appelle Weira Supai, l'esprit du vent. De quoi la prochaine émission va parler? Pour le thème de langue, ça sera toujours des petits cours de langue où tu dois, comment ça se prononce ça, on commence à se dire avant ce mot, on commence à se mélanger avec l'espagnol et le quichua, ou des fois c'est même l'anglais quichua et français quichua, ça tout des mélanges aussi. Alors, tous ces mots-là, ça sera dans l'épisode de langue. Et dans l'épisode de organisatif, ça, je sais pas toujours quel thème ils vont prendre les jeunes parce que c'est vraiment pas un thème que moi j'ai travaillé. Alors, c'est un autre groupe qui a travaillé et eux, ils vont voir quel thème. Mais je suis presque sûre qu'ils vont prendre le thème du lancement du Kausaksacha et du Kasariakou parce que pour juillet, on a l'anniversaire du Kasariakou. Alors, c'est sûr qu'ils vont parler de ce thème-là. Et de là, pour les femmes, on avait déjà fait une petite idée de qu'on voulait faire une table ronde avec des femmes et des hommes pour voir et qui parlent comment c'est les droits, comment est-ce que les femmes et les hommes, comment ils ont eu un changement depuis des années jusqu'à maintenant et comment ça doit changer quelques coutumes ou comment la culture de Sariakou pour avoir vraiment arrivé à l'Sumakausei et que tout soit une harmonique. Et dans le parti de culture et d'identité, ça aussi, je sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils vont faire parce que là, c'est vraiment un groupe très spécial. Eux, ils ont des idées des fois comme ça, pouf, ils disent oui, dans 2 jours avant, on va faire ça et puis voilà. Alors, Donc, un gros programme hein, pour la prochaine émission de la radio. Qu'est-ce que c'est le Kasariakou qui aura lieu en juillet? Justement. En juillet, ce sera le Sariakou fait son 10e anniversaire d'avoir gagné à l'État les droits humains qu'ils ont pas respectés pour voir s'il avait du pétrole à Sariakou. Et de là aussi, on veut faire comme une petite COP indigène pour pouvoir faire vraiment les thèmes de comment pouvoir garder les droits de la nature et comment protéger la nature. C'est le plus gros qu'on voudrait arriver à le faire. Cette année, ça va être vraiment tout petit parce que le temps est court. Mais pour l'année qui vient, on a vraiment envie de faire quelque chose de plus grand pour pouvoir arriver à que ça s'écoute. Parce que les COP partout dans le monde maintenant qui sont en train de faire la COP de chaque année, c'est des trucs qu'on trouve que ça donne pas de... Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de changement. Et Sariakou vraiment veut un changement. Il veut qu'il ait vraiment les droits de la nature et tout ça. On a les droits de la nature en Équateur, mais c'est pas respecté. Alors, c'est quelque chose qu'on veut vraiment arriver à avoir des solutions différentes et que le pétrole, ça s'arrête de s'extraire et dans tous les concepts d'exploitation. Alors, derrière Samaï, on entend son petit bébé qu'elle est en train de nourrir. Donc, c'est pour les auditeurs qui se demandaient, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Eh bien, voilà, c'est le petit de Samaï qui a 2 mois, c'est ça? Oui, 2 mois. Samaï, merci beaucoup d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur votre cyberactivisme et la culture Quechua. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors, je vais vous laisser le mot de la fin avant de faire la conclusion de l'émission. Comme je comprends aussi, c'est des peuples autochtones qui luttent aussi pour leurs droits. Et comme nous, dans la lutte des droits et la lutte de la nature, je comprends et je crois que aussi vous comprenez dans votre pays, dans notre pays, comment c'est dur de pouvoir lutter. Et merci pour aussi pouvoir me donner la parole et pouvoir aussi exprimer et dire comment c'est notre lutte et comment Sariakou fait pour pouvoir être présent aussi, de pouvoir défendre notre nature et que le message passe pour tout le monde et savoir que n'importe où on est, on pense pour tout le monde et on essaye de pouvoir lutter et de donner de l'exemple que ça peut se faire et que on doit continuer, qu'il faut pas rester à la moitié et que c'est dur, mais on va toujours pouvoir y aller en avant.
Samaï, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, donc notre invitation pour participer à la pause décoloniale. Cette émission va se refermer malheureusement. Pour les auditeurs, vous pourrez la retrouver en podcast sur la page Facebook de la pause décoloniale et la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, elle est très facile, c'est la pause décoloniale. Cette émission était consacrée aujourd'hui au cyberactivisme, à cette cyber radio qui a vu le jour donc dans la jungle équatorienne à Sariakou très précisément, était consacrée également aux actions de la communauté Kichwa. Cette émission a pu se faire grâce à Sama Igualinga qui nous a fait l'honneur et le plaisir de nous accorder cette interview. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cette émission a été enregistrée, évidemment, je le rappelle, du fait du décalage horaire entre ici et l'Équateur. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à Radio Jido et merci au Canal K de nous ouvrir cet espace. Et je vous dis en Quichua, Shopunjarama Tupanakungawa. Et ça veut dire? À bientôt. Un jour, on pourra se revoir. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Samaï. Merci beaucoup à Samaï. Et place à présent à votre chronique littéraire présentée par Anaïs. C'est la chronique d'Anaïs. Bonjour! Pour cette chronique, je vous propose de rester sur le thème de l'écoféminisme avec un texte de la brésilienne et docteure en psychologie Maria de Graça Costa. Le texte, intitulé Agroécologie, écoféminisme et bien vivre, émergence décoloniale dans le mouvement environnementaliste brésilien, est publié dans le livre sorti en mai dernier, Pensée féministe décoloniale aux éditions Anacaona. Je vous encourage d'ailleurs à aller regarder le catalogue des éditions Anacaona. Selon leur site internet, à leur création fin 2009, les éditions Anacaona étaient axées sur la littérature marginale brésilienne, une littérature faite par les minorités raciales ou socio-économiques, leur talent littéraire étant mis au service d'une cause politique ou sociale. Le livre, Pensée féministe décoloniale, quant à lui, est une anthologie de textes fondateurs et plus récents pour mieux saisir toute la diversité du féminisme décolonial en Amérique du Sud. Le texte qui nous intéresse dans ce livre, Agroécologie, écoféminisme et bien vivre, a été publié pour la première fois en 2017 et traduit en français pour cette anthologie. Dans ce texte, Maria de Graça Costa trace la généalogie du mouvement environnementaliste au Brésil, ainsi que l'apparition du concept d'agroécologie comme stratégie productive et durable. L'auteur explique que dans les années 2000, les mouvements sociaux ont commencé à s'approprier les discours et les pratiques de l'agroécologie. Par exemple, elle cite les mouvements de lutte pour la terre, comme le mouvement des travailleurs ruraux sans terre et le mouvement des petits agriculteurs, qui, je cite, voient l'agroécologie comme une stratégie de lutte en faveur de la justice socio-environnementale. Fin de citation. L'agroécologie est donc un mouvement, mais aussi un champ de savoir et de pratique qui permet, je cite, la production agricole avec pour objectif la réduction de l'impact socio-environnemental de la production d'aliments, tout en valorisant les savoirs traditionnels et la paysannerie comme sujet et forme d'organisation sociale. Donc à ce stade, il semble important de faire une pause pour rappeler, comme le fait un groupe de chercheuses et chercheurs dans la revue Agronomie, Environnement et Société, que, je cite, les territoires dits d'outre-mer ont en commun d'avoir développé des formes d'agriculture environnementalement et socialement durables, basées sur le partage, l'entraide et la diversité des productions pour répondre aux besoins alimentaires des familles, ainsi que sur les associations et rotations culturales afin de respecter les préférences écologiques des cultures et ne pas dégrader de manière irréversible les surfaces défrichées. Fin de citation. Donc, ces chercheurs et chercheuses citent notamment les jardins Kanak en Nouvelle-Calédonie, les jardins créoles aux Antilles, les abattis Brûlis en Guyane et les jardins mahorais à Mayotte. Pour en revenir au Brésil, Maria de Graça Costa explique que, je cite, le débat féministe a eu une place centrale dans la construction du mouvement agroécologique à partir du moment où les femmes, principalement paysannes, autochtones, noires et issues de populations traditionnelles, ont commencé à imposer leurs revendications, demandes et besoins de reconnaissance au sein du mouvement. L'auteur cite par exemple les mouvements et collectifs tels que la Marche des Marguerites, le mouvement des femmes paysannes et le groupe de travail de femmes de l'Articulation nationale d'agroécologie qui ont imposé des débats féministes dans les espaces importants de négociation de politique publique et de dialogue avec la société. Maria de Graça Costa considère cela comme des formes de résistance décoloniale
au sein du mouvement environnementaliste. L'auteur explique que l'écoféminisme, globalement, critique l'appropriation masculine de l'agriculture et de la reproduction biologique en pensant aux conséquences du développement industriel, militaire et capitaliste dans la vie des femmes qui, parce qu'elles assurent le rôle du soin et de la reproduction, sont les plus touchées par ce système. Elle note que si le terme date des années 1970, c'est l'écoféministe indienne Vandana Shiva qui a popularisé ce terme dans le monde. Le féminisme décolonial, quant à lui, est un mouvement initié par des activistes et théoriciennes féministes latino-américaines. Il met notamment en évidence le rapport entre le système colonial et celui du genre, et il critique l'idée de femme quand elle est comprise essentiellement comme femme blanche et européenne, idée que l'on retrouve dans les féministes blancs et eurocentrés. Le féminisme décolonial exige de la pensée féministe qu'elle prenne en compte les mécanismes de domination coloniaux racistes. L'auteur nous indique qu'une autre critique du féminisme décolonial dénonce le projet de progrès d'empouvoirment des femmes partagé par les féminismes hégémoniques en Europe, aux États-Unis et dans certains pays en développement, pour qui la modernité serait, pour certains groupes, un projet de dépassement des inégalités entre les hommes et les femmes. Ce projet, selon Yurdekis et Spinoza, n'a été possible qu'au prix de l'aggravation des inégalités entre les femmes blanches et les femmes non blanches, et les femmes du Nord et du Sud global. Il y a donc des liens entre les travaux des féministes décoloniaux, des féministes noires et des féministes autochtones. Donc à partir de l'articulation entre le mouvement agroécologique et le mouvement féministe, Maria de Graça Costa nous explique que le concept de bien vivre a été revendiqué par les mouvements sociaux afin de, je cite, abandonner la logique du mieux vivre prêchée par le capitalisme, entendu comme la liberté qu'un groupe de la société a de consommer toujours plus au détriment de la majorité et d'assumer la logique du bien vivre comme droit de toutes et tous à la dignité, à la subsistance et à un environnement sain. Fin de citation. Donc le bien vivre est tiré d'un terme quechua et il est maintenant connu internationalement, notamment grâce aux leaders autochtones d'Amérique latine. L'auteur nous parle ensuite des entretiens qu'elle a menés avec des femmes paysannes pour ses recherches. Elle écrit: au cours d'entretiens réalisés lors de la Marche des Marguerites en 2015 avec 12 femmes paysannes, dans le cadre de mes recherches de doctorat, j'ai remarqué que leur engagement dans une organisation de femmes ne les faisait pas nécessairement se considérer comme féministes. Et ce, même si elles disaient toutes soutenir la lutte en faveur de leurs droits et maniaient des concepts tels que l'égalité, la justice et l'autonomie. Il est donc intéressant de se demander quels sont le sens et les valeurs que les femmes des mouvements de lutte pour la terre et l'agroécologie associent au féminisme, puisqu'elles ne s'assument pas toujours féministes dans leurs actions politiques. Beaucoup comprennent le mouvement féministe comme une lutte historiquement associée à la classe moyenne blanche, urbaine et universitaire. Fin de citation. L'auteur présente alors différents termes utilisés pour décrire ces mouvements autonomes de femmes qui élaborent des demandes et stratégies de lutte. Par exemple, elle parle de féminisme périphérique, qui est une expression qu'utilise Sané Souza, une femme quilombola et militante du réseau Carioca d'agriculture urbaine, pour décrire les luttes des femmes de la zone ouest de Rio de Janeiro. Cette forme de féminisme, je cite, questionne les formes établies de vivre la politique et la ville et revendique un féminisme latino-américain qui prend nécessairement en compte les intersections de classe et de race pour comprendre les inégalités sociales. Maria de Graça Costa introduit aussi le concept de féminisme communautaire créé par la féministe décoloniale bolivienne et aymara, Julia Paredes, pour penser la lutte organisée des femmes des secteurs populaires et autochtones d'Amérique latine. L'auteur explique que, je cite, « la sauvegarde de la mémoire et de l'ancestralité est l'un des axes du féminisme communautaire, de l'agroécologie et du féminisme périphérique brésilien. Par exemple, lors d'un atelier intitulé « Vivre et planter », organisé par des militantes du réseau Carioca d'agriculture urbaine avec des femmes d'une communauté de la zone ouest de Rio de Janeiro, et dont l'objectif était de les engager autour du rapport entre agriculture urbaine et droit au logement, une militante revendiquait son lien avec le territoire et son ancestralité en disant ceci. « Nous faisons ici la promotion de l'habiter dans un sens culturel, pour promouvoir nos mémoires. Nous ne sommes pas l'Europe et nous ne voulons pas le devenir. Nous sommes autochtones et quilombolas. » Fin de citation. Donc les quilombolas, ce sont les descendantes et les descendants des quilombos, des anciens camps d'esclavagisés fugitifs.
On retrouve ce lien avec la terre, avec la mémoire et avec la culture, aussi dans la valeur sociale et identitaire que le peuple kanak accorde à l'agriculture. Séverine Bouard, Leila Apiti et Stéphane Guyard, dans leur texte sur l'agriculture familiale dans la société kanak contemporaine, illustrent cela avec quelques citations. Une personne qu'ils ont interviewée dit « L'agriculture en tribu est très importante pour notre vie afin de pérenniser notre culture et nos traditions. » Une autre personne leur dit « Un kanak doit avoir son champ d'igname, de taro, de bananes. » Et une autre personne dit « Les Mélanésiens doivent avoir un champ pour promouvoir l'avancement et la construction du chemin coutumier. » Pour Maria de Graça Costa, je cite, « L'agroécologie est aussi comprise comme une manière de redéfinir la relation des personnes avec le territoire sur lequel elles vivent et de repenser les relations sociales, d'éducation, de travail et d'alimentation au-delà de la seule question de production. » Elle parle notamment de l'importance des enfants lors des réunions et des rencontres agroécologiques. En effet, le réseau Carioca d'agriculture urbaine a créé une méthodologie de travail avec les enfants en bas âge qui accompagnent leur mère aux réunions. Ils ont appelé ça la ronde agroécologique. Et durant ces rondes agroécologiques, les mères et les autres femmes se relaient dans le soin qui est toujours débattu collectivement. De cette manière, l'alimentation, l'espace, le langage et l'organisation de toutes les réunions sont pensés de façon à les intégrer. Les femmes dialoguent directement avec les enfants plus âgés et leur demandent ce qu'elles pensent des thèmes abordés lors des réunions, comment elles préfèrent planter, comment elles peuvent contribuer aux rencontres, tout en cherchant à intervenir le moins possible dans les interactions entre les enfants. Elle explique aussi que l'alimentation est une question centrale de l'agroécologie. C'est le cas aussi au pays où, avec la vie chère, l'autoconsommation des produits cultivés, élevés ou prélevés est fondamentale. Encore une fois, Séverine Bouard, Leila Apiti et Stéphane Guyard soulignent cette double fonction attribuée à la culture kanak entre valeurs sociales et identitaires, mais aussi consommation, par la citation d'une personne interviewée qui dit « L'agriculture, c'est sacré, c'est quelque chose qui vient des vieux. Il ne faut pas oublier de respecter la terre nourricière. La vie chère va faire revenir les jeunes au champ. » Fin de citation. Donc, dans ses recherches au Brésil, Maria de Graça Costa a trouvé que les femmes invoquent l'alimentation et la santé, la leur et celle de leur famille, comme motif principal de leur engagement dans l'agroécologie, qu'elles présentent comme essentiel pour parvenir à une sécurité et à une souveraineté alimentaire. Elles utilisent par exemple le manger ensemble comme facteur de sociabilité et comme façon d'attirer l'attention sur l'alimentation consciente. En faisant cela, elles politisent la sphère privée de l'alimentation et de la consommation. Pour l'auteur, le manger ensemble consolide la solidarité dans le groupe, car cela implique non seulement, je cite, le partage alimentaire, mais aussi le partage symbolique. C'est le moment où on discute des activités à réaliser ou qui ont été déjà réalisées, où on établit de nouveaux contacts ou simplement où on peut papoter librement. Un autre aspect de leur pratique est aussi la valorisation des savoirs des médecines traditionnelles grâce à l'utilisation d'herbes, de thé, de sirop maison qui font appel à l'ancestralité. Un aspect important pour comprendre la formation de l'identité et le lien de ces femmes avec les territoires où elles vivent. Cela fait notamment aussi penser aux savoirs traditionnels liés aux plantes médicinales du pays qui sont protégées et promues par différentes associations et qui sont passées de génération en génération, et souvent entre femmes. Maria de Graça Costa remarque entre autres que, je cite, « les luttes de résistance dans lesquelles ces femmes sont engagées en faveur d'une agroécologie urbaine, pour la reconnaissance de l'agriculture dans la ville de Rio de Janeiro, pour l'accès à des politiques publiques d'encouragement de l'agriculture familiale et contre la spéculation immobilière, pointent vers un sud commun, à savoir un modèle de développement de moindre impact sur la production et distribution d'aliments et sur l'appropriation de la nature et qui échappe à la logique capitaliste en s'appuyant sur la reproduction des inégalités socio-économiques, racistes et sexistes. » Fin de citation. Ces luttes bouleversent les formes de participation politique et refusent la production et consommation dans un système capitaliste comme la seule manière d'être au monde. Maria de Graça Costa nous appelle donc à, et ici je cite, « reconsidérer la manière dont s'articulent l'agroécologie et les féminismes dans une perspective décoloniale pour construire une politique du commun et du bien-vivre qui, en éloignant véritablement l'homme du centre, nous permettra de construire une autre humanité ou une planète commune pour l'ensemble de ses habitantes et habitants
de toutes les espèces. Fin de citation. Merci de votre écoute. Merci Anaïs pour cette chronique. Sachez que vous pourrez retrouver dès ce soir cet épisode podcasté sur notre page Facebook La Pause Décoloniale. Merci de votre attention